Bienvenue à tous, c'est l'épisode 9 de la saison 4 d'Envergure. Ce soir, on s'intéresse à un joueur de la grosse 12, la Big 12, Jared Butler, un joueur de troisième année universitaire qui commence à faire de l'œil au scout par son adresse à 3 points, par son handle, par sa qualité offensive. Et donc, on va en parler avec Manu, avec Hugues, un petit nouveau, et avec Nico. C'est parti. C'est l'épisode 9 de la saison 4 d'Envergure, on y va. Nico Manu, bonsoir. Bonsoir. Et on dit bienvenue à Hugues. Bienvenue Hugues. Bienvenue Hugues. Merci, très heureux d'être avec vous ce soir. Hugues, notre dernier arrivé dans l'équipe qui s'occupe donc de cette conférence Big 12. Alors évidemment, on regarde d'autres rencontres, mais voilà, on se sépare un petit peu le travail et donc Hugues est là pour être le spécialiste territorial, donc la Big 12, qui est une des conférences majeures de NCAA, où joue donc Jared Butler, notre sujet du soir. Et Nico, je vais te demander, avec ton sens de la formule habituelle, de me dresser un petit portrait robot rapide de quel joueur est Jared Butler. Alors, Jared Butler, pour moi, c'est le scoreur, comme on aime, le meneur arrière, né en 2000. Hein. On aime aussi les joueurs qui mûrissent comme ça en NCAA, ça fait du bien, c'est sa troisième année. Et donc voilà, si je dois, en une phrase, on va dire, c'est le microwave scorer, comme les Américains aiment appeler ce type de joueur. Donc le joueur scoreur micro-ondes en français. Voilà, c'est moins sexy. C'est moins sexy. Le prototype que tout le monde cite à chaque fois qu'on donne l'exemple du microwave scorer, c'est Lou Williams, sorti de Tout à banc. fait. C'est une multiple sixième homme de l'année en NBA, évidemment. Jared Butler n'est pas Lou Williams. Lou Williams n'est pas Jared Butler. Manu, quels sont les gros points forts de Jared Butler, sur quoi il va capitaliser pour avoir un avenir en professionnel? Son shoot déjà, où il est très très bon au shoot, notamment à 3 points, où en plus sur ces 3 saisons, il a augmenté de façon intéressante. Il est passé de 35 à 45 sur ces 3 saisons, donc c'est vachement intéressant. Donc c'est vraiment ça qui va faire sa force, en plus d'une défense assez solide, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Très bien, donc un gros shooter, effectivement. Je donne ses mensurations, 1m91, vous pouvez les retrouver sur notre site envergure.co, 1m91, 1m93 d'envergure, c'est pas énorme. 86 kilos, il fait peut-être un peu plus depuis qu'on a rentré ses chiffres, j'en sais rien. Il paraît en tout cas assez dense comme joueur, et donc troisième année, Nico, tu l'as dit, né en 2000, mais il n'est pas vieux par rapport à son expérience, on va dire. Il a fait un cursus classique aux États-Unis. Donc les chiffres à 3 points sont 45% sur presque 6 tentatives par match. Au lancer franc, c'est un peu moins bien cette saison, mais en carrière, au total, c'est quand même 77,5%. Donc c'est un shooter, une valeur sûre, on va dire, au niveau du tir cette saison. Hugues, dans quel contexte il évolue, puisque Baylor, c'est clairement un des favoris au Final Four, si le tournoi de la March Madness a lieu, évidemment, c'est une des meilleures équipes du pays. Bah ouais, comme tu le dis, c'est un contexte idéal hein, pour Jared Butler qui est dans l'une des peut-être deux meilleures attaques du pays avec Baylor. Ça se joue avec Gonzaga et puis une des plus grosses défenses aussi du pays. Il est dans un contexte où il a à côté de lui deux autres porteurs de balles. Donc pour le coup, il peut partager son ballon, il a beaucoup d'options. Et puis il a des intérieurs qui sont très très bons pour poser des écrans, pour orienter le jeu et qui sont assez athlétiques. Donc effectivement, contexte presque parfait, peut-être trop parfait pour Jared Butler justement. Trop parfait parce que tu penses que ça dévalue un petit peu son apport, c'est-à-dire qu'il serait moins mis en lumière dans une équipe plus faible.
Ouais, il pourrait soit plus se stater, ou bien justement on verra peut-être un peu plus ses points faibles. Par exemple, il joue à côté d'un certain Davion Mitchell, qui est aussi dans quelques mocks, hein, qui porte beaucoup, beaucoup, beaucoup le ballon, qui dribble énormément, le temps que l'attaque se mette en place, et puis lui ensuite il récupère le ballon, soit parce qu'il a un catch and shoot et il est très efficace, soit parce que l'action elle le permet, et du coup il enchaîne sur un pick and roll et en deux dribbles il passe. Donc voilà, c'est pas le porteur de balle principal de son équipe, même si pour moi c'est le meilleur ball handler de son équipe. À quoi ça ressemble au niveau des responsabilités dans les dernières minutes? C'est quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que c'est lui qui prend les gros tirs tout le temps, ou en tout cas qui crée le gros tir, ou pas forcément? Assez souvent quand même ça lui revient. Alors il y a des exceptions quand un des joueurs est très très chaud parce que ça partage bien le ballon et qu'ils ont un coach assez exceptionnel, hein, quand même. Mais on a vu par exemple contre Oklahoma State avec un match assez serré. Au départ, finalement, il n'est pas dedans du tout. Et puis, il faut faire un écart. C'est Jared Butler qui prend les ballons, qui va prendre des tirs, parfois avec deux défenseurs sur lui, qui les met et qui crée le décalage. Donc, ouais, c'est le leader de cette équipe. Nico, est-ce que Jared Butler peut avoir des responsabilités de création? On parle justement de la création dans les dernières minutes. Hugues a parlé d'un bon handle, je suis plutôt d'accord. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Nicolas, tu es en mute, j'imagine. Ah, pardon, oh là là, je suis en monologue tout seul, mais je tiens à rassurer tout le monde, ce ne sont pas les monologues du vagin. Voilà, une fois ceci étant dit, je voudrais revenir, désolé, sur ce que Hugues disait. euh, Par rapport au fait d'avoir la balle dans les mains dans les dernières secondes. Dans ce magnifique outil qui est Synergie, on a justement son pourcentage de tir clutch, si tu veux, sur les possessions où il reste moins de 4 secondes. Pour l'instant, Jared Butler n'est pas clutch. Voilà. Donc je crois me souvenir qu'il doit être à moins il a 2 paniers sur 22 tentatives, quelque chose comme ça. Donc 2 sur 14, pardon. Moins de Je 4 dirais 2 secondes sur dans la 14. possession, c'est ça? Non, en fin de carton. D'accord, ok. Voilà. Donc, oui, ok. Après, on Donc sait voilà. que les pourcentages de ce moment-là, enfin, de cette statistique-là, sont traditionnellement plus faibles que des pourcentages habituels qu'on a Bien pu sûr. entendre, hein. Oui, oui, À part tout à pour fait. de Puis rares exceptions. oui, on est d'accord. Et puis plus vous avez de la balle dans les mains dans ces moments-là, et forcément, plus votre pourcentage va s'en ressentir, puisque ce sont rarement des tirs faciles. Donc voilà, ça c'est le petit point stat. Par rapport à la création, moi honnêtement, j'ai été bluffé parce que c'est pas vraiment on commence à me connaître, j'imagine, dans le podcast. Moi, j'aime les gros babards. Donc les gars qui font un 1,80, ouais, 6'3", c'est 1,91, qui sont plutôt j'aime pas trop prêter ma balle et je joue tout seul, j'exagère bien sûr, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Lui m'a surpris. On va développer après, mais justement je pense qu'il est capable de créer pour lui et qu'il est capable de créer pour les autres. Et pour revenir sur l'histoire de la situation, je pense que pour les scouts NBA, c'est vraiment parfait de le voir comme ça. Parce qu'il est obligé de partager la gonfle et il est obligé de partager les responsabilités. Quand il va arriver en NBA, c'est sûr que même en étant dans la plus mauvaise équipe NBA, il n'aura pas tous les tickets shoot. Manu, on reste sur la création. Est-ce que pour toi, il a les forces nécessaires? Nico l'imagine assez bien. Je vois un certain potentiel de ce côté-là. En gros, pour créer, il faut évidemment le handle. Il faut évidemment savoir créer un décalage aussi, soit par ses feintes, soit par sa vitesse ou son explosivité. Et puis il faut aussi une vision de jeu et une habileté technique, que ce soit dans le dribble ou dans la passe. Est-ce qu'il a tout ce bagage technique? Moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il arrive très très bien à créer son espace pour son tir, justement, grâce à des grands pas, un peu comme peut faire un Doncic où il arrive à écarter les jambes assez grandement et du coup, c'est un gros point fort là-dessus. Et il a aussi un hesitation move qui est assez létal sur certains moments. J'ai en tête des actions contre Auburn où il arrive tout de suite, il fait son truc, boum, et le défenseur est complètement
à la ramasse et il arrive tout de suite à paf, il voit, il shoot et c'est souvent dedans avec lui. Donc, moi, je suis assez d'accord avec Nico. Je le vois bien réussir au niveau supérieur là-dessus, à garder cette capacité à pouvoir créer, à analyser le jeu un peu de son défenseur et arriver à le faire déjouer. Même à 1,91, parce qu'il n'est pas forcément long, c'est pas lui faire injure que de dire qu'il est le joueur, qu'il n'est pas le plus rapide, pardon, de la NCAA. Il le sera un peu moins encore en NBA, même s'il reste explosif. Je vous pose la question à tous les trois. Est-ce que vraiment, enfin, quel est vraiment son avenir? Parce qu'on parle d'un scoreur micro-ondes, d'accord, mais pour avoir un avenir comme celui-ci, il faut être excellent dans un domaine, au moins. Bah, si je peux me permettre pour lancer, ce que j'aime bien, c'est qu'il, avec le ballon en main, tu vois, il est capable de scorer et de passer en même temps. Action typique qu'il a souvent, une sorte de flotteur. Bon bah tu vois, il peut présenter la balle pour faire un flotteur et justement faire avancer le big man et passer du coup en passeur. Donc il est capable de trouver sur plusieurs situations. Et comme tu le dis, c'est pas le mec le plus athlétique, hein. Jared Butler, il peut à peine dunker. On l'a vu dunker 2 fois dans la saison en transition, il en a raté un juste derrière parce que voilà, il est vraiment, il monte pas haut du tout. Et donc ça l'oblige justement à travailler via le handle et comme on disait avec l'hesitation move, il est capable de changer de rythme, d'accélérer d'un seul coup. Et donc c'est un mec qui peut faire carrière là-dessus, qui a des bons fondamentaux et qui peut faire carrière en plus longtemps, vu que c'est pas sur ses qualités athlétiques qui se reposent. Nico, Euh, pour moi, bien évidemment, il a un avenir en NBA dans un profil à la Jordan Clarkson, où il a une taille quasiment similaire. On parle d'un joueur qui est capable de jouer ses 1 contre 1 et de ne pas être ridicule au contact des gros pour finir. Il utilise très bien son corps pour se protéger des gros. Il est capable de marquer après écran, de marquer sur tir après écran, après dribble, sur du catch and shoot, malgré une mécanique qui n'est pas forcément à montrer dans toutes les écoles de basket. C'est un scoreur. Et c'est le but du basket. Alors, il y a certains coachs qui vont vous dire c'est de prendre un point de moins que l'adversaire. Et puis, il y en a d'autres, et c'est beaucoup le cas en NBA, qui vont vous dire si on peut mettre 140 points, on en mettra 140 points. Donc, c'est vraiment un joueur qui est fait pour ça, même si il n'a pas un premier pas très explosif, même si pour moi, c'est pas un vrai meneur. Euh, de par sa création offensive et de par son scoring, il trouvera un rôle. quel outil il utilise, Nico, pour aller un petit peu plus loin dans le détail? Manu parlait tout à l'heure de ces grands appuis où il est capable d'allonger les appuis justement tout en conservant de la vitesse, de la puissance, de l'explosivité. Quelle autre chose tu as pu voir chez lui? Je vais pas parler forcément d'outils techniques, mais la chose qui m'a frappé, on en parlait ensemble avant. Moi, je n'ai vu que 4 matchs. Sur les 4 matchs, ce qui m'a frappé, c'est que il adapte sa vitesse de lâcher de balle selon la situation. Et en fait, plus il est sous pression, et mieux il tire. Et quand il a le temps, il baisse trop son ballon avant de. Après, sur la mécanique, voilà, il y a des choses il y a des scories, mais la réussite est là, donc quelque part on s'en fout. Est-ce que le tir est projetable en NBA? Oui, parce que justement ce que je te dis, quand il est sous pression, il a une capacité à tirer très vite, et pour moi c'est ça l'outil principal. Tu sais, euh, Goldsberry, qui fait plein d'études sur la NBA moderne, sur ce qui change, et il expliquait que aujourd'hui, la plupart des franchises, quand elles recherchent un shooter, elles vont regarder le pourcentage, oui, mais elles vont surtout regarder la vitesse de release. Et je pense que malgré sa taille, quand on le voit jouer, c'est son outil numéro un, c'est sa capacité à scorer, capacité à tirer vite, à s'adapter à la défense. Hmm. Est-ce qu'on va parler du jeu sans ballon ou est-ce que j'en parle tout de suite? On va parler du jeu sans Ok. ballon. Je donne juste quelques stats pour agrémenter ce que tu viens de dire, si tu me permets. 69% de réussite au cercle, ça c'est ce que tu avais dit avant, donc c'est quelqu'un qui encaisse bien le contact effectivement. Et au niveau de ses tirs à 3 points, il peut shooter effectivement sous pression et il peut shooter après dribble aussi. Alors
Il n'en a pas mis des 1000 et des 100 en sortie de dribble, mais il en a déjà mis 12 cette saison, des shoots à 3 points en sortie de dribble. Donc c'est déjà pas mal. Et 19 à jumper à 2 points aussi, où il a un pourcentage un peu beaucoup moins même. Non, ça va en fait, pardon. Je suis en train de découvrir les stats devant vous. Un pourcentage assez correct sur les longs de points, ce qui est aussi qui peut être un indicateur d'une future adresse à 3 points. Hugues, juste pour rebondir sur ce que disait Nico concernant la capacité à finir au cercle assez bonne, la Big 12, c'est quand même une conférence assez physique, donc c'est pas rien de réussir ces chiffres-là, 69% au cercle, dans cette conférence avec cette opposition. Ah oui, oui, on a une ligue, enfin on a une conférence assez relevée, hein, beaucoup d'équipes d'ailleurs qui sont projetées dans le top 25 avec des bons babards athlétiques. On a un joueur du coup, bon après moi le défaut que je lui trouve c'est comme il est pas très athlétique, il monte pas très haut, il va pas réussir à provoquer beaucoup de fautes. Ça me gêne un petit peu. Il va beaucoup être voilà, dans le petit périmètre mais pas provoquer assez de fautes. Mais oui, oui, il a joué contre des gros profils. L'équipe qui lui a posé le plus de problèmes, bah, c'est Oklahoma State justement, avec une équipe que d'ailiers. C'est ça qu'il a mis dans le plus difficile, dans le mal, c'est une équipe avec 5 ailiers sur le terrain. L'équipe de Kate Cunningham justement. Hmm. Le probable potentiel futur premier choix de la draft. Nico évoquait le jeu sans ballon. Manu, qu'est-ce que tu as à dire sur Jared Butler qui court, utilise des écrans, coupe, voilà. Est-ce qu'il est déjà armé, est-ce qu'il est déjà habitué à ne pas trop avoir le ballon en main? Ouais, parce que c'est, comme disait Hugues, c'est pas forcément lui qui monte toujours le ballon, mais c'est plus Devian Mitchell. Et lui, du coup, a vraiment cette habitude d'aller se démarquer, d'aller se placer, d'aller chercher l'écran, d'aller chercher l'espace suffisant. Et après, c'est lui qui va faire la passe, qui va faire le shoot. Donc, après, il y a des fois, des tendances, je trouve, à être assez attiré par le ballon en attaque. Donc, il ne va pas forcément bouger, il va rester à côté du meneur, demander la balle. Et voilà. Donc, ça me gêne un peu. Mais ça se travaille assez facilement. Donc, j'ai pas d'inquiétude là-dessus le concernant. Hmm. Nico, qu'est-ce que tu voulais dire toi sur le côté off-ball? Bah, je vais aller dans le sens de Manu. Par contre, il y a des flashs off the ball qui sont super intéressants. Sur certaines rencontres où il se décide à lâcher du regard le ballon et à se dire ah je vais essayer de proposer un cut, je vais essayer comment dire d'enlever de stretcher la défense. Euh, Évidemment, je suis d'accord avec Manu, pour l'instant, c'est pas assez, mais le fait qu'il soit capable, on va dire une à 2 fois par rencontre, c'est peut-être un peu plus, encore une fois j'exagère, mais je grossis le trait, de le faire, je trouve que c'est positif. Dans le sens où quand il va arriver à l'échelon supérieur, il va encore moins avoir le ballon, en tout cas au début, et il va être obligé pour exister de proposer ces choses-là. Hugues, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le off-ball? Sinon, on va parler défense. Bah, je rejoins un peu tout ce qui a été dit. Moi, j'aime bien son jeu sans ballon. La spéciale qu'il a, c'est la Stephen Curry. Je suis à 45 degrés, j'ai un tir à 3 points, je passe, je me repositionne directement dans le corner et je suis prêt, les mains elles sont prêtes. Donc, moi, j'aime bien ça. Ok, ça bouge après avoir lâché le ballon, effectivement, c'est une arme importante. L'exemple ultime étant effectivement Stephen Curry. La défense maintenant, je te laisse continuer, Hugues. Il pourra pas exister en NBA s'il ne défend pas au moins correctement les bases arrières, on va dire. C'est pas une superstar en puissance. Enfin, je dis ça, je m'avance peut-être, mais euh, il faudra qu'il défende suffisamment. Est-ce qu'il a les armes? Qu'est-ce qu'il a montré sur ce que tu as vu? Bah, je pense pour la défense, on va le séparer en deux parties. Il y aura la défense on-ball et la défense off-ball où tu as un profil qui est assez opposé. Euh, sur le ballon, moi j'aime bien parce qu'il est assez puissant. Il peut quand même tenir le porteur de balle en face de lui. Il y a peu de défauts là-dessus. Bon, il a une tendance à vouloir chipper la balle dans les mains, donc il tente beaucoup d'interceptions. Là-dessus, il faudra peut-être qu'il fasse attention aussi pour pas trop se faire passer. C'est quelqu'un qui comprend quand même plutôt bien le jeu. Je pense qu'il aura un impact positif défensivement sur les porteurs de balles en NBA. Il pourra tenir des profils
un peu plus grand, un peu plus puissant que lui. Et puis je pense que je vais laisser la parole à mes camarades du coup pour la défense loin du ballon, ou c'est peut-être une autre paire de manches. On va sortir les guns là, Alors, sur la défense. first de gun pour Manu. Tirez les Oula. premiers, messieurs les Normands. T'es en Normandie. Je suis à la frontière, ça. Les Normands, il y a que Manu, hein. Non, bah, c'est ce que je disais plus ou moins au niveau de l'attaque, c'est qu'il est attiré par le ballon. Donc du coup, il a vraiment tendance des fois à oublier son défenseur, mais vraiment oublier complètement, lui tourner le dos, vraiment être attiré par le ballon et quasiment la prise à deux instantanée. Mais c'est là aussi qu'il est fort parce que sur la défense, vraiment comme ça, il est vraiment super intéressant parce qu'il a quasiment les bons gestes tout le temps. Mais moi, ce que j'attends sur lui, c'est vraiment qu'il soit un peu plus concentré sur son joueur. Justement parce que s'il est à 100% sur son joueur, il peut vraiment devenir une arme défensive vraiment intéressante, même en NBA, et ouais, voir du coup pouvoir défendre sur plusieurs postes. Après, là, je suis un peu plus. J'attends de voir, parce que pour moi, sa taille me gêne un peu. Mais est-ce qu'il va être capable de défendre sur des ailiers? C'est là qui va être intéressant de voir sa progression. Mm. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est étonnant le portrait que vous me dressez de la défense sur le porteur parce qu'il est donc lui Attends, très j'ai explosif. pas parlé, Alex, tu vas voir. Pardon? Je dis, attends, j'ai pas encore donné mon avis. Je Ah vais peut-être oui, te bon, rejoindre. mais j'allais te donner la parole justement. J'allais te dire, est-ce que peux-tu nuancer ce propos, Nico? Ouais. Mais tu peux continuer ta phrase. Je voulais justement savoir si j'allais aller dans ton sens ou pas. Eh bien, Qu'est-ce que tu voulais reprocher? bah, je voulais rien reprocher. Je constate juste que on me décrit et j'ai vu un joueur pas très explosif, pas Mhm. très grand, pas très long. Pourquoi serait-il un atout défensif au niveau supérieur? Alors, je vais répondre à ta question, mais avant ça, je suis d'accord avec toi sur la taille, sur comment dire, l'aspect. C'est pas un joueur qui va pouvoir switcher pour moi sur pick and roll, par exemple. Et donc, c'est plutôt emmerdant quand on peut pas défendre sur plusieurs postes. Après, Hugues a un avis différent, il a vu plus de matchs, je respecte, il n'y a pas de souci. Sur les quatre que j'ai vus, moi, j'ai constaté un niveau de concentration très aléatoire. Alors on peut dire oui, il est jeune. Il y a plein de jeunes qui réussissent à être constants défensivement plus que lui. Il est effectivement très attiré par le ballon, mais du coup ça va même parfois jusqu'à des situations un peu ridicules, où on parlait en off sur la première mi-temps d'Auburn. Il y a deux plays où il est déjà dans la raquette avant qu'il y ait un drive à l'opposé. Il perd son joueur de vue. Il ne le trouve pas, il s'en fout. Il continue, il reste. Et du coup, on a un joueur qui est tout seul à 3 points sur le secteur 0. Donc ça, c'est quand même plutôt embêtant. Du coup, voilà, au niveau des efforts sur les écrans, il les fait pas toujours. Maintenant, ce qui est essentiel pour son range et pour tous les mock drafts pour la projection en NBA, c'est que pour contenir les drives, pour slider, franchement, il est excellent. Et il est capable de rester entre le ballon et le panier jusqu'au bout en utilisant très intelligemment son corps. Donc ça, c'est son atout principal en défense. Pour Est-ce le qu'il reste, je suis plus mitigé. est-ce qu'il bénéficie pas là-dessus de la défense collective d'Auburn qui est quand même fournie en joueurs athlétiques et donc qui peuvent aussi intimider loin du ballon et restreindre, même quand ils ne défendent pas directement sur le porteur, le périmètre du porteur de balle et donc de l'attaquant qui fait face à Jared Butler. Ah si, je pense que tu as raison. Et c'est aussi pour ça qu'il est tant porté sur l'aide. Je pense que quelque part, il compte peut-être un peu trop sur ses coéquipiers Hmm. pour faire comment dire, le sale boulot. Hmm. Alors voilà, il y a toujours une histoire. Est-ce que c'est le contexte? Est-ce que c'est l'instinct? Ou est-ce que c'est vraiment un joueur un peu feignant? On va passer justement sur l'attitude qui est très importante, qui est primordiale. Hugues, au niveau de l'attitude, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as pu relever, toi qui as vu beaucoup de matchs de Baylor?
Bah, c'est un joueur qui, c'est pas le plus expressif de son équipe, hein. Moi, j'en parlais tout à l'heure, il y a un certain pivot qui s'appelle, Jonathan Tchamwa Tchatchoua qui est, la plus grosse pom-pom girl de la 1 division. Bon, bah, voilà, ils sont un peu opposés, assez fermés. Maintenant, c'est un joueur qui est très collectif, qui aime bien quand ses coéquipiers brillent, sur le terrain et en interview. Il les félicite beaucoup, il les encense beaucoup. C'est quelqu'un qui se laisse pas démonter s'il rate quelque chose. Ça, j'aime bien. Il va prendre le prochain tir. Il sait qu'il peut le mettre, donc il le prendra. Voilà, c'est un joueur, je pense, qui a une bonne confiance en lui. On l'entend en interview et ça se ressent aussi sur le terrain. Manu, qu'as-tu vu? Bah, plus ou moins la même chose. Moi, c'est son comportement, bah, surtout sur le terrain, me choque pas plus que ça. Donc, à voir après, sur des joueurs comme ça qui sont ancrés dans un programme et ancrés dans un collectif, ce qui va compter, c'est plus les intels. Parce que là, il est dans un cocon, il sait comment agir, il a la confiance de Hmm. son coach, etc., etc. Donc là, ce qui compte pour moi, selon moi, c'est vraiment les intels, comment il est à l'entraînement, comment il est dans la vie de tous les jours, en fait. C'est vraiment là qu'on va pouvoir juger véritablement son comportement et ce qu'il a dans la tête. A-t-on des Intel, Nico? Ah, écoute, je j'ai pas eu forcément le temps de beaucoup creuser. Le seule chose que j'ai reçue, c'est «There is no red flag». Donc du coup, on peut dire que c'est positif. Hugues, t'allais prendre la parole. Ouais, alors en fait, il s'est présenté pour participer à un comité qui représente les étudiants athlètes basketteurs auprès de la NCAA en fait, et donc il a été pris, il a été sélectionné, donc c'est un des deux seuls, enfin il fait partie donc des deux basketteurs universitaires qui représentent les étudiants basketteurs au niveau de la NCAA avec beaucoup de directeurs athlétiques, de mecs justement de la ligue et tout ça. Et donc lui, il disait que c'était important justement de représenter les droits des étudiants et qu'il voyait aussi possiblement une opportunité pour une suite de carrière, pour travailler après sa carrière pro de basketteur dans une fac en tant que directeur athlétique ou ces choses-là. Donc voilà, il a un projet sur le long terme et il participe à la vie étudiante et à la vie sportive en dehors du moment où il est sur le terrain, quoi. Très intéressant ce que tu racontes, Hugues. C'est J'essaye. non, non, mais voilà, c'est le genre de choses qui peut donner de la matière, un esprit aussi derrière un joueur, aller plus loin que simplement regarder des matchs et des vidéos. Donc voilà, c'est très intéressant. Tu sais qui est l'autre joueur ou pas? Je te pose une colle, mais Alors non, j'ai pas noté le nom, il y a l'interview qui est disponible hein, sur YouTube, on la trouve assez rapidement. ok, Mais je crois que c'est un joueur qui joue à Howard, mais je suis pas sûr. ok, ok. Moi qui pensais qu'on avait pris Hugues juste pour sa voix, à la Nick Cave, je suis déçu. Alors il est pas uniquement là pour avoir une belle voix, il a en plus des infos. Bravo. Il faut, Merci. il faut chercher, mais encore faut-il chercher. On va terminer ce podcast tout simplement avec sa projection, puisque je l'avais prévu dans le menu, mais notre ami Denzel sur Twitter, @DenzelHouse, nous a posé la question, vu la saison que fait Baylor, est-ce que vous imaginez vraiment qu'il puisse être pris mieux qu'une fin de premier tour? Messieurs, je vais commencer par Manu. Ouais, moi, pour l'instant, à ce niveau de la saison, je l'ai sur une possible draft, je l'ai entre 15 et 20. Ah, Je c'est haut parle pas quand du même big pour board, hein. toi. Je parle vraiment d'une possible draft. Ouais. Ouais, ouais, donc assez haut quand même, relativement haut. Wasserman a sorti sa mock draft hier ou aujourd'hui. On enregistre le mardi, je précise. Il me semble qu'il l'avait en fin de premier tour, effectivement, entre 20 et 30. Hugues, Oui, je l'ai à peu près dans le même range. C'est le moment où je commence à regarder peut-être des joueurs d'expérience hmm, plus que des talents vers ce moment-là. Et donc c'est un des premiers qui me vient devant je sais pas, qui on pourrait citer, David Duke, des choses comme ça qui peuvent tourner. C'est lui le premier qui me vient parmi les juniors. hmm. Nico? Ouais, pareil, on en parlait ensemble et je trouve que pour moi, c'est très difficile de le situer parce que Jared Butler, il sera pris uniquement par une équipe qui a besoin d'un scoreur au poste arrière en sortie de banc. Qui est un poste Et déjà très fourni, quoi.
Oui, donc du coup, tu te dis, déjà, les Clippers, bon, ils ont pas, c'est mauvais exemple, ils ont pas de pic jusqu'en 2048. Mais ça sera forcément une équipe qui va le drafter par besoin. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, peut-être que je me trompe. Mais du coup, il a fallu que je le situe, je l'ai mis fin de premier tour, pour moi. Mais en sachant qu'il pourrait être drafté en 15, que ça me choquera pas. Parce que dans le rôle qu'on va lui donner, ça sera quelqu'un qui répondra aux attentes, j'en suis Hmm. sûr. Ce sera quelqu'un qui sera visé pour un rôle spécifique, quoi. Oui. Donc on peut peut-être exclure la loterie, quoique on a vu des équipes faire ce genre de choix en fin de loterie souvent. Mais effectivement, On se rappelle de Denzel Valentine, oui, effectivement. Tu es fan des Bulls, on par exemple. précise quand même pour Ouais. le contexte. On peut aussi Oui, se rappeler, voilà, je triche un peu, j'ai pas les meilleures anecdotes. Avec on peut se Denzel rappeler aussi de Valentine, Denzel Washington, et ça a été une moins bonne carrière en NBA par contre. un peu moins. Contrairement à PJ Washington qui nous régale, on l'adorait dans le podcast et on va le répéter aussi souvent que l'on peut. Voilà, messieurs, on a fait le tour. Peut-être pas, on va être prétentieux, mais en tout cas, on a dressé le portrait de Jared Butler. Merci beaucoup, c'était rapide et complet. C'était un peu le but. Mais merci à vous trois. Est-ce que vous avez un mot de fin, peut-être un chouchou, autre joueur à surveiller du côté de Baylor? On en a déjà cité, mais est-ce que en regardant Baylor, vous avez repéré un autre joueur que vous aimez beaucoup, que on va pas vous demander de pronostic de draft, mais que vous aimez beaucoup? On va avoir le même, Hugues et moi, Bah c'est oui, moi j'ai Jonathan Chamois Chouchou ou Tchatchoua, comme on veut. Everyday John. Tchatchoua, Everyday John. Everyday John, yep. Ça, c'est son surnom. Donc l'intérieur sophomore, c'est ça? Redshirt, ouais, Redshirt sophomore. Ouais, c'est ça. Il vient du UNLV, il a Redshirt pour passer un an à développer son corps et il a pris 20 kilos de muscles. Très bien. Et Hugues, il me semble que tu as fait un fil, un thread Twitter sur ce joueur, sur Ouais, Everyday John. exactement. Donc on peut le retrouver sur ton compte Twitter. Donne-moi le arrobase parce que je vais me tromper. Alors Gugur, G-U-R, comment je t'appelle ça, et Kaya, c'est A-H-A-Y-A. Voilà, vous n'aurez pas l'excuse de ne pas connaître l'intérieur redshirt sophomore de Baylor, dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom. Manu, un joueur de Baylor. Moi, c'est un petit duo, Matthew Mayer et Davion Mitchell, que j'aime. Alors, Davion Mitchell, effectivement, on l'a vu sur des mock drafts, c'est le meneur dont on a parlé dans ce podcast. Et l'autre qui est Matthew Mayer, pour les. ah, c'est un junior aussi, un ailier qui shoot beaucoup. Et moi, j'aime bien quand ça shoot beaucoup. Effectivement. C'est le Justin Bieber Ouais. croqueur de Playground new-yorkais. Je ne Ah, pronostique pas un excellent. avenir en NBA, mais j'aime bien ce que je vois. Très bien. On a retenu les noms et on espère les voir quelque part. Peut-être en Europe, peut-être près À de chez l'élan vous. Chalon. À l'élan de Chalon. Dédicace à Ben. Messieurs, merci une nouvelle fois et à ceux qui nous écoutent, merci encore plus. Merci encore plus pour tous les retours qu'on a eu par rapport à l'épisode précédent concernant le recrutement des joueurs et comment évaluer le talent. C'était très gratifiant pour nous d'avoir vos différents retours. Donc merci à vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour un épisode 10 déjà de cette saison 4. Là c'était l'épisode 9. Et en attendant, vous pouvez aller consulter notre site envergure.co. Il y a déjà d'ailleurs un scouting report qui date de l'année dernière sur Jared Butler. C'était écrit par Alan. Alan qui a aussi sorti un article concernant Jalen Green. Ça va être la sensation avec Kuminga de la G-League cette année. Il est attendu dans le top 5 de la draft. Donc allez voir un scouting report un article concernant ses performances au lycée et en compétition FIBA. Messieurs, à bientôt et à ceux qui nous écoutent, à très bientôt. Ciao.